Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du tribunal, Mesdames et Messieurs les membres du jury, cher auditoire, j'imagine qu'aucun d'entre vous n'est inquiété pour sa liberté religieuse au motif qu'il aurait violé, agressé sexuellement et corrompu des personnes qui lui sont chères. Sinon, j'imagine que vous auriez bien d'autres choses à faire que de m'écouter déblatérer. Vous me voyez venir, n'est-ce pas? C'est ce que subit mon client à l'heure actuelle, et ce depuis 14 mois. Je vous remets dans le contexte. Mon client, Monsieur Delange, qui est à la tête d'une association appelée Œuvre Christique du Sacré-Cœur, a été placé sous contrôle judiciaire pour suspicion d'agression sexuelle, de viol et de corruption de mineurs de 15 ans. En 2016, les services de l'aide sociale à l'enfance de Vendée ont signalé ce qu'ils appelaient une situation préoccupante à propos de deux jeunes filles, Léa et Laura. Madame Bleu, leur mère, faisait le ménage chez Monsieur Delange et y emmenait parfois ses filles. Madame Bleu accusait, entre autres personnes, son propre père, Monsieur Bleu, d'agression sexuelle sur ses filles, Léa et Laura. Monsieur Bleu, pour sa défense, disait qu'il était sous l'influence de Monsieur Delange. Plus tard, il déclarera que ses petites filles étaient amoureuses de Monsieur Delange et qu'il aurait vu Léa et le mis en examen s'enlacer comme un couple d'amoureux, je cite. Monsieur Delange a été interpellé le 8 décembre 2016. Durant la perquisition qui a suivi, 7 000 € ont été retrouvés à son domicile ainsi qu'une photo de Léa dans son lit. En 88, M. Delange a procédé à une auto-émasculation. Dans le cadre de son association, 10% des revenus des membres de celle-ci lui sont reversés pour le bon fonctionnement de l'association. Le mis en examen conteste tout acte sexuel sur les personnes de Laura et Léa, ainsi que le fait qu'il ait pu faire rentrer Léa dans son lit. 5 autres membres de l'association tenaient le même discours. M. Delange maintiendra cette version durant une confrontation avec M. Bleu qui avouera être à l'origine d'agressions sexuelles sur ses petites filles. Les analyses génétiques réalisées lors de la perquisition révélaient des traces ADN appartenant à la jeune Léa, au domicile de M. Delange. Le 12 décembre 2016, il est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour agression sexuelle, viol et corruption de mineurs de 15 ans. Dans le cadre de ce contrôle, M. Delange a obligation de se présenter une fois par semaine dans les locaux de la brigade de gendarmerie, s'abstenir de rentrer en relation avec Léa et Laura, s'abstenir d'entrer en relation avec les principaux témoins. Le 17 juillet 2017, la fréquence d'émargement uniquement était modifiée par une ordonnance sur demande de M. Delange. Le Conseil du mis en examen interjetait appel de cette décision le 25 juillet 2017 en raison de l'état de santé du mis en examen, de sa situation financière et de sa liberté religieuse. Rentrons dans le vif du sujet si vous le voulez bien. Je vais commencer par la fin. La levée du contrôle judiciaire qui astreint mon client et le prive de sa liberté religieuse est nécessaire. Mon client fait l'objet d'accusations d'agression sexuelle et de viol qui motivent la mise en place du présent contrôle judiciaire. L'article 222-23 du Code pénal dispose que, je cite, « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. » Ici, aucune pénétration n'a pu être établie, notamment, comme le rappelle à juste titre mon contradicteur dans ses conclusions, parce que les jeunes filles n'ont pas souhaité se soumettre à l'examen du médecin légiste. Pour ceux qui ne le savent pas, la religion catholique considère le corps humain comme sacré. Étant donné leur implication dans cette association qui se trouve être catholique, les jeunes filles sont d'autant plus à même de refuser cet examen. Mais au-delà de ça, le fait qu'elles s'y opposent est tout simplement dû au fait qu'elles savent pertinemment qu'elles n'ont pas subi de telles agressions. La partie civile soupçonne mon client d'avoir commis de tels actes sur la base de faits passés, dont M. Delange a pleinement pris conscience et a purgé sa peine. Car, je le rappelle, il a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis en 85 pour attentat à la pudeur et à 15 ans de réclusion criminelle en 88 pour fait de viol. Considérer mon client comme un pervers sexuel au regard de cela
est injustifiée. Je vous rappelle que M. Delange a de plus procédé à une auto-émasculation. Je vais prendre ces messieurs dans la salle pour témoins. Vous ne me contredirez pas sur le fait que cet acte peut provoquer une douleur extrême. Ceci confirme amplement son vœu de chasteté. Et s'il vous plaît, ne portons pas de jugement de valeur. J'ajouterai que la partie civile n'évoque pas de viol, mais des agressions sexuelles non établies. Il me semble que la peine encourue n'est nettement pas la même en termes de gravité, alors que ces agressions sexuelles et viols sont deux des motifs de mise en place du contrôle judiciaire. Il est également bon de rappeler que mon client a toujours nié les faits, même sous la pression de la confrontation avec M. Bleu. M. Bleu qui, pour sa part, les a avoués. Il rejette à présent la faute sur mon client, en prétendant qu'il avoue sous la contrainte, mais nous y reviendrons plus tard. M. Bleu n'apporte aucune preuve de ses prétentions. De plus, M. Delange aurait été incapable de commettre de tels agissements du fait de sa santé très fragile, comme nous l'attestent deux ordonnances médicales présentes dans le dossier, qui sont les pièces 6 et 7. Au passage, j'attire votre attention sur la confusion des conclusions de la partie adverse. Maître Laflèche n'a visiblement pas jugé bon de nous fournir une liste des pièces qu'il mentionnera. J'ajoute que mon estimé confrère mentionne des traces ADN de Léa dans le lit de mon client. M. Delange nie avoir fait entrer la jeune fille dans son lit. Je réponds à cela qu'elle n'a pas eu besoin de rentrer dans ce lit pour y laisser des traces. Je rappelle le caractère paternel de la relation qu'ils ont. Je vais reformuler. Celui-ci représentait une figure paternelle pour elle. Étant donné cela, la jeune fille passait le plus clair de son temps à son domicile et a donc pu y laisser des traces ADN à peu près partout. De plus, la présence de Léa dans ce lit n'a été suspectée qu'à la suite de dires de la part de M. Bleu, qui, je le rappelle, cherche à faire accuser M. Delange. À propos de la photo de la jeune fille retrouvée dans ce même lit, les preuves ne sont pas suffisantes. Cette photo aurait très bien pu être placée là par un tiers, par exemple M. Bleu, qui partageait l'appartement de mon client. Le doute profite ici aux mises en cause, et la loi pénale est répressive et non préventive. Pour finir sur ce sujet, je tiens à relever que 5 attestations de moralité, qui sont les pièces numéro 1 à 5, vantent les qualités multiples de mon client. Quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'à la découverte du dossier, je me suis aperçue que Madame Bleu, mère de Léa et Laura, elle-même avait signé l'une de ces attestations. Enfin, pour appuyer mon propos, je tiens à rappeler au tribunal que le placement en détention de mon client a été refusé le 12 décembre 2016. À présent, il s'agit de démontrer que corruption n'a pas eu lieu. Corruption qui est le 3e et dernier motif de mise en place du contrôle judiciaire. Je reviens donc sur le fait que M. Bleu, grand-père des jeunes filles, ayant avoué les agressions sexuelles sur ces petites filles, cherche à présent à accuser la proie facile qu'est mon client. Il a donc plutôt intérêt, vous en conviendrez, à dénoncer le fait que la jeune fille, Léa, aurait dormi tous les soirs dans le lit de mon client, ou encore le fait qu'il s'enlace de façon plutôt douteuse. Au passage, la qualification de cette étreinte ne résulte que de la bonne appréciation de M. Bleu, qui, si je puis me permettre, est plus qu'altéré. Mais encore une fois, ici, nul n'apporte la preuve de ces allégations. Donc un contradicteur évoque la différence d'âge entre M. Delange et Léa. Cette différence d'âge est tout à fait normale compte tenu de cette relation, la relation d'un père avec sa fille, semblable à une relation d'un père avec sa fille. Mon client, dont les qualités sont évoquées à multiples reprises dans les attestations de moralité, n'a aucun intérêt à jouer de son âge pour corrompre la jeune Léa, du fait, en plus, de l'amour paternel qu'il lui porte. Je vous cite des passages intéressants de cette attestation signée, je le rappelle, par la mère des deux jeunes filles.
Monsieur Delange est un homme sain d'esprit qui n'a jamais fait acte de coercition ni vis-à-vis de nous, ni vis-à-vis de mes filles, Léa et Laura. Ici, les jeunes filles ont affirmé ne jamais avoir fait l'objet de quelque fait délictueux que ce soit. Libre à celui qui le souhaite de penser qu'il s'agit ici du fruit de la manipulation de mon client. Encore une fois, aucun témoignage ni preuve ne vient confirmer cela. Je tiens à préciser que les jeunes filles étaient libres de leurs agissements au sein de cette association. Il ne s'agit pas, comme le fait Maître Laflèche dans ses conclusions, de juger la façon dont elles s'habillaient et d'en déduire simplement qu'il s'agissait de la manipulation de mon client. Ces vêtements traduisaient une piété manifeste et rien de plus. Le fait qu'elles s'opposent à l'examen, disons-le, gynécologique du médecin légiste est tout à fait normal compte tenu de leur âge au moment des faits, à savoir entre 10 et 12 ans. Respectons la volonté de ces jeunes filles, je vous en prie. Je finirai sur la corruption en précisant que l'action de l'aide sociale à l'enfance n'a pas été sollicitée et est basée sur des suspicions, prétentions et dires qui rendent la culpabilité de mon client très peu probable. Or, comment peut-on mettre sous contrôle judiciaire un homme pour des motifs infondés? Enfin, il est évoqué par mon confrère que mon client ait déjà été condamné pour attentat à la pudeur en 85. Encore une fois, la peine a été purgée, conscience a été prise, c'est une autre affaire. Au vu de ce que je viens de vous exposer, il convient d'apporter la levée du contrôle judiciaire. En effet, en plus des motifs infondés, mon client se trouve dans une situation financière et un état de santé qui ne lui permettent pas de rester seul. La partie civile évoque des mesures de mise en place du contrôle judiciaire. Or, comme expliqué précédemment, tous les motifs de mise en place de ce contrôle judiciaire reposent sur des on-dit. Je rappelle que la loi pénale est répressive et non préventive. Tout d'abord, sur la situation financière de mon client, il est bon de rappeler que 10% des revenus des membres de l'association lui étaient reversés pour son bon fonctionnement. Je ne vois donc pas le rapport entre la découverte de ces 7 000 € à son domicile et sa difficulté financière. Cet argent a été utilisé pour l'association, tout à fait normal alors de le retrouver au domicile de M. Delange puisque celui-ci la présidait. Ce que prétend mon contradicteur, c'est-à-dire que M. Delange puisse éventuellement utiliser cet argent pour ses dépenses personnelles, s'apparente, mesdames et messieurs, à ce qu'on appelle du vol. Mon client est présumé de bonne foi, de plus ses attestations de moralité appuient ses qualités. Peu probable donc que la comptabilité de cette association ne soit pas faite en règle, mais j'attends de pied ferme la preuve du contraire. Ensuite, au vu de l'état de santé de mon client, la pire des injustices serait de le blâmer, le contraindre avec un contrôle judiciaire pour des actes qu'il n'a pas commis. Ne mettons pas, s'il vous plaît, un pied dans la prison à ce pauvre homme alors qu'il en a déjà un dans la tombe. Excusez-moi. Je vais vous citer des passages des 2 ordonnances médicales précédemment évoquées. Monsieur Delange ne peut rester seul du fait de troubles de l'équilibre qui entraînent des chutes fréquentes. Par ailleurs, les troubles nutritionnels et psychiques qu'il présente ne lui permettent pas de rester seul sans risque grave sur la santé. Actuellement, son état de santé nécessite une ou des présences auprès de lui pour éviter des risques vitaux, physiques et psychiques. Vous aurez compris qu'il est impossible pour mon client de rester seul. Et au vu du fait qu'il soit très proche des membres de sa communauté, il apparaît normal que celui-ci veuille être en compagnie de certains d'entre eux pour le soutenir. Qui d'entre vous ne voudrait pas être près de ses amis dans un pareil état? Enfin, ce contrôle judiciaire porte évidemment atteinte à la liberté religieuse de mon client pour des motifs qui demeurent infondés. En effet, il ne peut se réunir comme bon lui semble avec sa communauté de prière. Or, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose que, je cite, « La Ligue, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » L'article 11 de la même déclaration dispose que, je cite, « La libre communication des pensées et des opinions est un droit les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. » Fin de citation. L'association dont il est ici question ne trouble pas l'ordre public. Il ne s'agit pas d'une secte, puisqu'elle est libre d'accès à tous, ne contraint aucunement les membres de celle-ci et ne porte atteinte à aucune de leurs libertés. De plus, je défie quiconque de trouver la véritable définition d'une secte dans le droit. Celle-ci porterait atteinte
à la liberté religieuse d'autrui. Par ailleurs, il existe une liste des sectes françaises. Avec ma curiosité exacerbée, je m'y suis aventurée et je n'ai pas trouvé œuvre christique du Sacré-Cœur dans cette liste. Ici, considérer cette association comme une secte s'apparente à de la délation. Pour le préjudice commis en vertu de l'article 1240 du Code civil qui dispose que, je cite, « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », M. Delange est en mesure d'être indemnisé à hauteur de 5 320 €, montant représentant la part de loyer qu'il n'aurait pas payé sans le contrôle judiciaire puisqu'il partageait ses frais. Pour finir, je vous rappelle que le mis en cause est présumé innocent et que si le doute ici ne lui profite pas, alors je ne sais pas à qui il profite. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, comme en dispose l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'article 470 du Code de procédure pénale évoque également cette présomption d'innocence. Ici, aucune des soi-disant preuves évoquées par la partie civile n'est suffisante pour corroborer les faits. M. Delange est innocent et à ce titre, le contrôle judiciaire n'a pas lieu d'être. Au vu de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, il est demandé à la Chambre d'instruction de lever le contrôle judiciaire, d'indemniser M. Delange pour le préjudice résultant de ce contrôle judiciaire et de condamner la partie civile au titre des frais irrépétibles. Merci.